On vit, nous, chez Columbus, une aventure assez incroyable et singulière où on travaille avec cette grande distribution qu'on nous avait dit comme un monde impitoyable, un monde froid, un monde presque sans saveur, très mercantile et en fin de compte, prend plaisir à travailler avec cet univers-là. Bonjour Jérôme. Bonjour Salomé. Écoute, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast de Sans Filtre Ajouté. J'ai 1000 questions à te poser sur Columbus, mais surtout de parler de votre cas d'école et de parler justement de comment la marque s'est implantée en grande distribution. Ce que je trouve absolument fascinant, c'est votre trajectoire, c'est ce switch qui s'est opéré. Comment on passe de cet univers finalement de coffee shop à celui de la grande distribution. C'est un pas de géant, j'ai envie de dire. Et ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est qu'est-ce que ça implique derrière, au niveau des équipes, au niveau de la production, au niveau des produits, des négociations. Bref, il y a vraiment un virage à faire. Et c'est ce que tu vas nous expliquer aujourd'hui et ce que j'ai envie de comprendre avec toi. Est-ce que tu peux juste déjà nous parler de toi ? D'où tu viens? Qui es-tu? Raconte-nous. Mystère. Écoute, Salomé, merci en tout cas de m'accueillir sur ce podcast. C'est un sujet très intéressant et passionnant. Donc pour ma part, moi j'ai toujours travaillé dans l'agroalimentaire, donc d'abord des petites entreprises, ensuite dans des fonds de pension et maintenant dans l'entrepreneuriat avec justement Columbus Café et notre grand patron Nicolas Richer. Qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre Columbus? Quand j'étais fournisseur de café chez Columbus et j'avais fait un voyage aux États-Unis et en Europe du Nord et j'avais remarqué que dans les rayons, il y avait beaucoup de marques qui étaient des marques, ce que j'appelle les marques de la rue. Des marques avec de l'expérience client qui permettaient aux gens de vivre une aventure dégustative. Et quand je suis revenu en France, j'en ai parlé donc à Columbus et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit cette marque, elle va fonctionner dans cet esprit-là et que c'est le futur, non pas en remplacement des grandes marques industrielles, bien sûr, parce qu'elles ont leur rôle, elles jouent un rôle très intéressant, très important, mais qu'il y allait avoir un petit changement de paradigme et que ces marques industrielles allaient devoir laisser un peu de place à ces marques de la rue parce qu'elles exprimaient tout à fait autre chose que ces grandes marques. Donc de plus en plus, on sent que il y a un équilibre qui se passe dans les rayons. En tout cas, c'est ce qui se passe en Amérique du Nord, c'est ce qui se passe en Angleterre, beaucoup en Angleterre et en Europe du Nord. Donc là, pour bien comprendre, quand tu rejoins Columbus déjà avec cette volonté d'implanter la marque en retail. Est-ce que justement cette inspiration-là, donc tu le dis, tu te puises de l'étranger, Columbus à l'étranger est implanté en retail aussi ou c'est pas le cas? Ça le devient. Ça le devient, mais après la France. Mais après la France, il faut être bien sur son marché domestique. Une fois qu'on est bien sur son marché domestique, on va effectivement aller sur l'export. On ouvre le Canada en retail, on ouvre d'autres pays parce qu'il y a un intérêt. Alors, ça va aller beaucoup plus vite qu'en France parce qu'en France, on était un peu moins mûr que dans les pays anglo-saxons de pouvoir accepter ces marques de la rue qui sont différentes et qui ont un process un peu différent que ces marques d'industrie. Comment t'expliques justement ce niveau de maturité qui est différent finalement par rapport à l'international? Alors c'est une grande question philosophique. Ah oui. On pourrait en parler des heures et en faire un épisode entier, mais... Écoute, c'est culturel. C'est culturel, le monde anglo-saxon, comme le coffee shop est déjà très populaire dans le monde anglo-saxon. Et donc, naturellement, comme le coffee shop, en fin de compte, couvre toute la journée, que ce soit le matin avec du café, que ce soit à midi, que ce soit dans l'après-midi pour le goûter, voire en début de soirée, le coffee shop est vraiment l'expression de ce qu'on peut consommer toute la journée. Et c'est tout naturellement que ces marques de coffee shop arrivent en retail. Est-ce que tu peux nous dire justement quel a été le déclic où chez Columbus, vous vous êtes dit, ça y est, c'est le moment et on se lance en GMS? Alors, on avait fait un voyage d'études à Chicago et puis on avait discuté avec des petites chaînes de coffee shop qui elles-mêmes, aux États-Unis, étaient dans le retail. Et elles nous avaient dit, mais vous savez, vous savez que nous, notre chiffre d'affaires, il est plus important maintenant dans le retail que dans nos propres magasins. Et qu'il y avait une espèce d'équilibre, de contribution dans l'entreprise entre la partie retail et la partie coffee shop. Et là, on s'est dit, ah, il y a quelque chose à faire. Et ça, c'est l'intuition. Alors là, on est que dans l'intuition totale. Et ensuite, après, on est revenu gonflé à bloc en se disant, cette intuition, il faut la transformer déjà sur papier. Et ensuite, travailler avec quelques clients acteurs qui nous ont confirmé qu'effectivement, il y avait un intérêt parce que les choses évoluaient et qu'à partir de là,
on s'est dit, ça y est, go, faut y aller. C'est magnifique, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction, mais en plus, alors là, ça a un lien complètement corrélé, puisqu'on est justement juste à côté d'un carrefour à la Part-Dieu. Donc, ça montre effectivement comment Columbus, la marque en tout cas, peut être en RHF et dans les magasins. C'est magique. Là, on est au cœur du réacteur, si on peut dire ainsi. On est donc au carrefour de Lyon-La Part-Dieu. On a repris l'autour du comptoir pour le transformer en Columbus et on a nos produits retail qui sont dans le carrefour. Donc en fin de compte, on est vraiment à l'endroit où l'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un. Et c'est ce côté duo qui va permettre effectivement d'aller beaucoup plus vite, de proposer au consommateur quelque chose de complètement innovant. L'expérience client qu'il a et l'instant passé dans son Columbus Café, bel instant passé, très agréable. Et ben tout de suite, ça lui donne envie d'aller chercher des produits en retail. En retail. Selon toi, quels sont les grands changements que tu dois opérer quand tu es une marque en termes de mindset, de façon d'esprit, de façon de travailler, une marque RHF implantée sur des coffee shops, votre cas, et que tu veux approcher la grande distribution? C'est deux modes de pensée complètement différents. Il y a la RHF, c'est on consomme pour soi. C'est son petit moment à soi, c'est son petit moment de plaisir, surtout dans un coffee shop. On veut se faire plaisir et être avec un ami ou une amie. En retail, on achète pour les autres. Vraiment, la chose à ne pas faire, c'est du copier-coller. Or, c'était le risque qu'on avait pris au début. C'était de faire du copier-coller parce qu'on pensait que les bonnes recettes du RHF, du coffee shop, pouvaient aller en retail. Mais non. Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de ça? Eh ben, c'est parce que quand on demandait aux clients, en fin de compte, ils recherchaient pas la même chose. Mais par contre, ils recherchaient une chose, c'était le socle. Et quel était le socle? Or, il y a un driver qu'on recherche tous, qui est plébiscité par tous, c'est la gourmandise. Oui, le plaisir. Le plaisir. Et ça, que ce soit en coffee shop ou en retail, la marque, elle exprime ce plaisir et cet instant passé. Et ça, c'est vraiment une vraie force et c'est ce sur quoi on doit s'appuyer. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on sous-estime quand on rentre en grande distribution? J'imagine qu'il y en a plein. Qu'est-ce qui t'a le plus bousculé, toi? Il y a certaines enseignes qui étaient déjà prêtes à ce changement et qui nous ont beaucoup aidé à traduire cette expression de la gourmandise coffee shop en retail. Donc ça, c'était très intéressant. Le deuxième écueil auquel il fallait faire attention, c'est qu'on a toujours cette dualité du petit commerce et du grand commerce. Et en fin de compte, tous nos apprentissages sont basés sur le petit commerce et le grand commerce ne peuvent pas se rejoindre. Et nous, on fait le contraire. C'est complètement l'inverse. Nous, on dit, mais au contraire, travaillons ensemble parce qu'on a un consommateur commun. Et ce consommateur commun, il faut le faire tourner dans le bon sens. C'est ça qui est intéressant pour nous, mais on travaille quand même en silo. La grande distribution travaille en silo, le food service travaille en silo, et c'était vraiment de faire ces ponts, de créer ces ponts qui était le plus difficile. Il fallait convaincre nos franchisés que être en grande distribution était un atout pour la marque et non pas une faiblesse et une menace pour la marque. Il y a deux choses que tu évoques. Tout d'abord, c'est la collaboration avec la grande distribution. Tu as évoqué le mot accompagner. Ils nous ont beaucoup accompagnés. Je trouve que c'est un mot extrêmement fort parce que souvent on oppose les marques et la distribution. Alors c'est très corrélé aux négociations annuelles commerciales qui sont très finalement tendues, mais je serais ravie que tu me parles un peu plus de cette collaboration. Un exemple peut-être que tu peux nous citer ou autre, mais comment vous avez pu vous enrichir l'un l'autre. Et il y a un deuxième sujet, donc ça va faire deux questions en une, mais je veux pas oublier, c'est les franchisés, de convaincre les franchisés. Donc j'y vois une relation de collaboration finalement très étroite pour parler à un shopper commun, qui consomme pas au même endroit mais commun, et un besoin aussi d'engager toute son équipe vers une et même direction. Alors, avec les distributeurs, oui, parce qu'en fin de compte, nous, comme on vient pas de l'industrie, on n'a pas ces réflexes d'affrontement logique, et c'est ce qui fait notre force. Nous, on a un projet au profit du consommateur, qui est aussi bien un consommateur de la grande distribution qu'un consommateur du food service. Donc nous, on vient sans a priori et sans volonté de compétition, sans volonté d'affrontement. Et ça, c'est un atout. Et j'avoue que les distributeurs ont été un peu surpris au début. Mais quand la discussion s'est engagée, on s'est rendu compte qu'en fin de compte, il y avait une richesse d'échange qui était assez incroyable. Moi-même, qui viens de la grande distribution dans mon passé, j'ai été très nourri, en fin de compte, par cette approche-là. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, effectivement, les franchisés, parce que le franchisé, il met de l'argent sur la table pour son business, et lui, il dit, voilà, ma marque, vous la mettez en grande distribution, je vais être écrasé. Mais non, surtout pas. On est très complémentaires.
Et c'est cette complémentarité qui nous a renforcés dans notre projet. Parce que si on n'avait pas été complémentaires, alors c'était pas la peine. Mais là, comme il y avait une complémentarité, c'est à partir de ce moment-là, on s'est dit, ok, go, on tient quelque chose, maintenant il va falloir pousser les wagons. Parce que j'imagine dans la tête d'un franchisé deux choses, si je me mets à la place d'un franchisé, même si je ne serai jamais à la place d'un franchisé, mais c'est la peur de se dire, nous en fait, on a l'expertise et on veut qu'elle nous détienne et qu'elle reste dans notre giron et que Columbus ne soit associé qu'à nos coffee shops. Et j'y vois une deuxième interrogation et je serais curieuse que tu me répondes par rapport à ça. C'est sur l'aspect cannibalisation. Est-ce que certains de mes clients vont aller prendre finalement en grande distribution leur Columbus café et pas venir dans nos cafés? Tu as raison, c'était leur crainte pour les franchisés, mais c'est pas le même instant de consommation. On vient pas dans un Columbus pour uniquement prendre un produit. On vient prendre un produit, on vient prendre une gourmandise, on vient passer un instant, on vient papoter avec ses amis, on vient discuter avec le barista. C'est là où, entre guillemets, on a quasiment plus de 2000 baristas qui font la promotion de la marque, donc ça aussi c'est un vrai atout. En grande distribution, on vient acheter pour quelqu'un d'autre. Mais on vient acheter parce qu'on vient acheter pour la famille, on veut partager ça chez soi, et c'est parce qu'on a passé un excellent moment dans un Columbus qu'on est complètement rassuré par ce qu'on achète en grande distribution. Et puis, il y a tellement de marques qui cherchent de l'humain. Quand un client n'est pas content en grande distribution, il sait qu'il va pas téléphoner et avoir un opérateur, il sait qu'il pourrait aller dans un Columbus et dire « je ne suis pas content » et qu'il y aura un barista qui va lui répondre directement. Et ça a une sacrée valeur dans nos sociétés actuelles et dans le commerce. C'est quand même pour nous un fondamental. Vous êtes rentré en grande distribution. La spécificité aussi de Columbus, c'est que vous avez créé une alliance, on va y venir, de marques industrielles avec Candia. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Bien sûr. Alors, nous, chez Columbus Café, on est très porté sur les bonnes alliances. On est persuadé, on peut pas tout faire. Et puis, c'est la vie, c'est comme ça. Et c'est très bien comme ça, c'est très bien ainsi. Mais par contre, trouver les bonnes alliances nous permet d'aller plus vite, plus haut, plus loin. La force du collectif. Qu'est-ce qui fait que Columbus Café s'est beaucoup développé? C'est parce qu'elle a su créer des alliances avec des franchisés. On a plus de 150 franchisés maintenant, 250 coffee shops. Et tout naturellement, on a repris ce qui marchait dans la franchise pour l'adapter au monde industriel et pour nos produits en grande distribution. Alors, il y en a beaucoup qui nous ont dit non, parce que ma marque à moi, je veux la garder, je veux pas la partager, etc., etc. Et puis, il y a des marques qui commencent à avoir un quart d'heure d'avance et qui se disent « mais non, ces collaborations-là sont très intéressantes ». Et prenons Candia. Candia, c'était une très belle collaboration. C'est une entreprise qui n'a jamais fait de collaboration de ce type-là, donc c'était la première. Et c'est la direction marketing qui, à un moment donné, s'est dit « nous, on a nos consommateurs du début jusqu'à l'âge de 15, 16, 17 ans, puis après 17 ans, on les perd un peu parce que, voilà, ils sont un peu plus frivoles, entre guillemets. Et en travaillant avec Columbus, on va pouvoir créer une vraie synergie. C'est de la gourmandise Columbus, des recettes Columbus, du savoir-faire barista Columbus, au bon lait de coopérative français. Et pour nous, le fait que ce soit du lait de coopérative, du lait français Candia, c'est aussi une très grande valeur. Là, on a vraiment une force qui s'est vraiment associée. Et non pas en compétition, mais vraiment en association. Tu parles de compétition, forcément, je suis obligée de rebondir. Hein. Tu me tends des perches, c'est pas de ma faute. Quand on fait une collaboration, au même titre que je le faisais tout à l'heure pour les franchisés, je me mets à la place d'une direction marketing au global et de toutes les équipes, évidemment, en se disant, mais une association, c'est quelque chose quand même d'extrêmement fort. Comment on fait pour justement créer une marque, co-créer? C'est quoi le processus? Parce que tu allies deux marques qui ont deux histoires complètement différentes, qui parlent à des shoppers complètement différents. Tu l'as évoqué, Candia, c'est vrai que ça évoque plutôt la jeunesse, etc. Et en plus, avec des cultures d'entreprise extrêmement différentes. Oui, tu as raison. C'est un gros travail de profondeur. C'est-à-dire qu'un contrat, on met bien 2 ans pour le signer parce qu'il faut travailler sur les valeurs d'entreprise. Il faut qu'on ait les mêmes valeurs. Il faut qu'on ait envie de vivre. En fin de compte, c'est un contrat qui, avant tout, se signe à 50% par l'humain et ce qu'on a envie de vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre ensemble, indépendamment de toutes les virgules sur un contrat, de tous les petits mots juridiques, etc. Ça, c'est quelque chose qui est à part. Mais on a déjà fait 50% du chemin quand on sait qu'on veut partager des choses ensemble et qu'on veut vraiment, au profit du consommateur, nourrir, en fin de compte, un certain nombre de valeurs. Or, toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on s'est associé, on nourrit ces valeurs-là, ces valeurs du plaisir, ces valeurs de l'authenticité, ces valeurs qui sont pour nous très fortes. Et c'est parce qu'on a su faire ça
que les franchisés ont aussi tout de suite compris que, ah oui, effectivement, c'est pas bête. En fin de compte. Et c'est pour ça aussi que le consommateur se dit, c'est pas une association de malfaiteurs en fin de compte. C'est bien une association d'entreprises qui nous apporte quelque chose et qui nous rassure sur leurs fondamentaux. Bien respecter les fondamentaux de chaque entreprise. Et donc, ça demande d'écrire nos valeurs, d'écrire les fondamentaux, d'écrire les socles de chaque entreprise. C'est une vraie aventure. C'est vrai. Mais c'est intéressant parce que si on regarde, et évidemment, je suis obligée de te poser la question, l'univers concurrentiel dans lequel vous vous placez, c'est par exemple Starbucks, qui aujourd'hui ne s'associe pas. Qu'est-ce que ça veut dire d'une marque quand elle collabore, elle s'ouvre au marché? Alors, moi, j'ai appris ça d'une autre vie, que oui, il y a bien à un moment donné des petites zones où ça va un peu frotter, mais ces zones où ça va frotter, où il va falloir qu'on tranche, au regard des zones que ça va nous ouvrir, des perspectives que ça va nous ouvrir, c'est rien du tout. Donc ça libère un petit peu l'esprit sur ces zones de frottement. Bien sûr qu'il y a des zones de frottement, c'est évident. Évidemment. Et ça, on n'y peut rien. Mais ce que ça nous ouvre comme perspective, comme potentialité pour les deux marques, c'est tellement fort que, en fin de compte, les marques maintenant me demandent des contrats qui soient des contrats longs pour vivre une aventure longue avec vraiment une implantation forte. Comment tu rentres dans la grande distribution d'un point de vue catégoriel? Qu'est-ce que tu expliques à ton distributeur en rendez-vous d'innovation, en rendez-vous assortiment, quand tu es Columbus et que tu arrives en grande distribution? La première chose, c'est que j'arrive en lui expliquant le projet, que le projet, il n'est pas en silo. C'est que quand je discute avec catégorie manager de produits ultra frais, parce que c'est aujourd'hui ce rendez-vous-là, par exemple, par rapport à Candia, je lui parle aussi des cafés, des boissons chaudes. Je lui parle aussi des mix muffins et mix cookies. Parce que quand on boit un café latte glacé, on peut aussi croquer un bon muffin qu'on fait chez soi. Et c'est en fin de compte cette transversalité. Pas facile, parce qu'on a quand même l'habitude de travailler en silo dans ces entreprises. Mais une fois que la catégorie manager a compris qu'effectivement il y avait cette transversalité, alors on peut aller très très loin. Et là, le champ des possibles s'ouvre parce qu'on peut faire des croisements incroyables. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter de vécu où tu t'es dit ah là on est au bon endroit, au bon moment avec justement un client? Écoute, oui, j'en ai une dont je me rappelle vraiment très clairement. C'était pour les milkshakes. On avait un distributeur qui voulait pas nous faire entrer les milkshakes parce qu'il comprenait pas que ce ne soit pas des milkshakes café et que ça pose souci. Qu'on est coffee shop. Et on est arrivé à ce rendez-vous et j'avais amené des thés glacés, des muffins, des cookies. J'avais amené bien sûr du café glacé, des milkshakes et on avait fait un petit coffee shop dans le box. Là, on était venu et là, la personne s'est dit mais c'est ça? Et j'avais amené que des produits retail, bien sûr. Ah, mais la personne m'a dit, mais c'est ça Columbus? C'est ça le projet? Je lui ai dit, oui, regardez, prenez un muffin, on l'a fait ce matin avec le mix, on prend un café glacé avec ou un milkshake. Et là, elle a compris qu'il y avait une transversalité, elle a compris que le champ des possibles était énorme. Et là, tout de suite, le rendez-vous, il s'est soldé en disant oui, effectivement, il y a du sens. Et en fait, quand on avait donné du sens aux choses et que le projet n'était pas simplement du produit, c'était de l'expérience client en magasin et de la gourmandise et du plaisir. Tu parles de donner du sens. Un point qui est hyper important dans ce type de transformation, c'est donner du sens aux équipes. Et justement, ça me fait venir, est-ce que justement on structure son équipe par rapport à ce projet? Est-ce qu'on dimensionne son équipe d'une autre façon, où on garde ses fondamentaux et on se dit, on est sur nos fondamentaux et on va s'adapter? On va s'adapter. Adaptons-nous. Comment tu fais pour t'adapter? Et oui, on va s'adapter, Salomé, parce que d'abord la vie, c'est une perpétuelle adaptation. Oui. Et que c'est aussi nous ce qu'on vit avec nos 150 franchisés, on s'adapte à ce qui se passe dans la vie. On s'adapte avec du test and learn, et donc on teste et on apprend. Donc vraiment, cet apprentissage, il est important. C'est pour ça que pendant les 2-3 premières années, on a vraiment un peu tâtonné. Mais volontairement, c'est pour comprendre quels étaient les ressorts et quels pouvaient être les freins, les gros freins. À partir de là, une fois qu'on avait compris, là on s'est dit c'est bon, on va trouver notre modèle et on va foncer. À tel point que maintenant, mes franchisés me disent mais on n'a jamais vendu autant de café glacé depuis qu'on a Candia. Ah mais c'est génial. Donc quelque part, ils ont compris que l'un nourrissait à l'autre. Et pour rien te cacher, il y a des choses qui vont se faire dans quelques mois qui vont être très intéressantes, où là on va encore mixer ce food service et cette grande distribution. Et là pour moi c'est un peu une petite fierté parce que c'est vraiment un socle.
dans le projet. Mais alors, tu parles beaucoup de test and learn, tu as parlé d'intuition, tellement de boîtes, j'ai reçu beaucoup d'entrepreneurs visionnaires qui m'ont beaucoup parlé d'intuition et j'y crois beaucoup aussi. Même si l'appui de data, etc., c'est très important aussi. Comment on fait pour embarquer une équipe derrière une intuition? Comment on fait pour dégager une vision? Nous, Columbus, c'est avant tout des entrepreneurs. Ils marchent à l'intuition et surtout que dans le retail, on avait très peu de data parce qu'on n'est pas du tout issus, nous, du retail. Mais comme ce sont des entrepreneurs et qu'ils avaient l'intuition que ça pouvait marcher et que les exemples qu'on avait vus à l'étranger fonctionnaient très très bien et fonctionnent très très bien, on s'est dit go, mais on accepte les années d'apprentissage. C'est la vie d'un entrepreneur. De tester, de tomber, de se faire mal parfois. Oui. Le but, c'est de se relever et c'est la résilience. Ça, c'est la base de l'entrepreneuriat et même de tout projet au global. Finalement, on est tous entrepreneurs de projets, de notre vie. N'est-ce pas, Salomé? N'est-ce pas? Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'en grande distribution, dans le contexte actuel dans lequel on est, est-ce qu'on peut vraiment tester? Parce que beaucoup d'innovations, on le sait, font des allers-retours et c'est fini. Est-ce que la grande distribution, les enseignes ont la mémoire courte ou la mémoire longue? Le temps ne joue pas pour nous dans cette approche-là. Donc on nous demande de faire nos preuves et quelque part c'est un peu normal aussi. Mais en fin de compte, comme on est allé très vite dans le développement des produits, on a vu que ça fonctionnait. Alors il y en a qui fonctionnaient bien, d'autres un peu moins bien, mais que globalement ça fonctionne. Et donc là maintenant, la grande distribution, ces négociations 2025 ont montré qu'effectivement, il y avait une prise de conscience que le consommateur jeune qui n'allait plus en grande distribution est capable de revenir. Je donne un exemple. Sur les cafés glacés, 40%, donc avec les produits Candia, 40% des consommateurs de nos petites briquettes Candia sur le rayon ultra frais sont des clients qui ne venaient pas dans les rayons de l'ultra frais. Ils sont venus parce que ça vient de la communauté Columbus et qu'ils ont été rassurés par la marque parce qu'ils vont régulièrement dans les coffee shops et qui se sont retrouvés dans cette marque en retail et ils se sont dit je vais en grande distribution. 40%, ce qui est 40% de recrutement, c'est quand même pas mal quand même. Hein. Oui, absolument, complètement. Quel conseil concret tu donnerais à une marque aujourd'hui? Ça marche dans les deux sens finalement. Une marque qui est implantée en GMS, qui veut aller en RHF, il y en a beaucoup qui font ce virage-là au vu de la centralisation de la distribution pour ne pas être trop dépendant. Ou à l'inverse, comme vous l'avez fait, ce virage, une marque très implantée en RHF qui se développe. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que des marques d'industriels qui veulent ouvrir des shops à leur marque, donc en RHF, marchent en général pas. Alors que des marques de coffee shop qui rentrent en retail, ça fonctionne. Comment tu l'expliques? Alors, on l'explique parce que c'est le parcours client. Donnons du plaisir, laissons un moment au client choisir. C'est parce qu'il a passé un bon moment qu'il est rassuré par le côté retail. N'oublions pas, réchauffons le carrelage. Le carrelage, dans la grande distribution, on est quand même dans un univers très mercantile, froid, et que quand pendant 20 ans, 30 ans, on voit une marque qui est sous le feu des néons, on a une certaine habitude. Là, c'est une marque dont le premier contact avec les clients, c'était dans un canapé, en train de siroter quelque chose. C'est quand même pas la même façon de se serrer la main, quelque part. Bien sûr. D'un côté, on se serre la main de manière un peu brute, et là, on se serre la main de manière très, très simple, très conviviale. Et donc, on a une image de ce qu'on peut proposer en retail dans la même lignée. Donc, on est la marque, et je pense que ça, c'est très intéressant. On est la marque qui pouvons réchauffer le carrelage et on le voit avec nos petits corners qu'on a mis en place en grande distribution, qui ont un succès incroyable. C'est parce que les gens veulent retrouver ce petit coffee shop complètement. Dans la grande distribution. Tout à fait. Et en plus, en grande distribution, on parle de plus en plus de magasins de proximité, de recréer du lien, de l'humain, et tu parlais du barista, etc. Je pense que ça fait complètement sens. Bien sûr, et quand on voit que certaines enseignes de proximité recherchent à faire de la RHF et à même enlever un peu de rayon pour faire de la RHF parce que ça attire des gens, en fin de compte, nous on a les deux. Absolument. Donc c'est ça où on voit que cette grande distribution a compris qu'effectivement la RHF était un moyen de faire passer un autre moment dans les rayons. Donc pas la peine d'aller chercher bien loin. Hein. Quand on a une marque qui est capable de jouer sur les deux réseaux de distribution, c'est bonus pour tout le monde. Bonus pour le franchisé, bonus pour la grande distribution, bonus pour le consommateur qui est rassuré. Et je pense même que ça peut donner un tout petit peu de regain pour une clientèle de jeunes qui ne vont pas en grande distribution,
qui sont plutôt sur de l'internet, sur une autre type de consommation, qui font que ça peut redonner du gain d'intérêt à la grande distribution, ça c'est clair. Quel est l'enseignement majeur que tu retiens justement de cette aventure? L'enseignement majeur, pas faire du copier-coller, ça c'est clair. Si on fait du copier-coller, donc on est sûr d'échouer, parce que c'est pas les mêmes déclencheurs d'achat. Par contre, les socles, et bien être assis, ancré dans ces socles, sur ces socles, et à partir de là, comment autour de ces socles on peut nourrir la marque et au profit du consommateur. Moi, ce que je retiens beaucoup, c'est que on vit, nous, chez Columbus, une aventure assez incroyable et singulière, où on travaille avec cette grande distribution qu'on nous avait dit comme un monde impitoyable, un monde froid, un monde presque sans saveur, très mercantile, et en fin de compte, on prend plaisir à travailler avec cet univers-là, parce que, en fin de compte, on se rend compte qu'on a des problématiques identiques quelque part. Mais absolument. Et ça, c'est très, très passionnant. Bon, du coup, t'es un homme de rayon frais ou de coffee shop? Les deux, mon capitaine. Les deux, bah bien sûr, bien sûr. Jérôme, merci beaucoup. Enfin, c'était vraiment hyper riche. J'ai aucun doute que les auditeurs qui nous écoutent sont là avec un petit carnet ou leur téléphone pour prendre des notes. Évidemment, où est-ce qu'on peut te retrouver si les auditeurs ont des questions, des remarques à t'adresser sur l'épisode? On peut soit nous contacter chez Columbus ou sur le profil LinkedIn, qu'ils aillent sur le profil LinkedIn, comme ça ils verront un certain nombre de choses, et puis qu'ils aillent dans un coffee shop. Bah bien et sûr. Pour vivre l'expérience Columbus, et là ils seront tout à fait heureux de voir que on peut passer un bon moment, et ensuite d'aller dans le retail et se faire un bon cappuccino chez soi. Génial. Avec un petit topping art. Ah là là, incroyable. En tout cas, je te remercie, Salomé. Merci beaucoup. J'ai une dernière question avant de clôturer l'interview. La question signature du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais entendre sur le podcast Sans filtre ajouté? Une personnalité retail, grande distrie, agroalimentaire, ou un sujet en particulier qui pourrait, toi, à titre personnel, t'intéresser? Moi, j'ai une personne que je connais bien, qui est très proche de Columbus, c'est son fondateur d'il y a quelques années, c'est monsieur Philippe Bloch, qui est un entrepreneur incroyable. D'accord. Puis une belle rencontre que j'ai eue avec Nicolas Richer, qui est le CEO de Columbus Café, enfin de Wagram Food Service, et qui effectivement est très nourrissant dans sa façon de voir le business, et qui a tout de suite compris que le pont du retail et du coffee shop pouvait se faire, alors que beaucoup de gens étaient très dubitatifs. Magnifique. Merci beaucoup, Merci, Jérôme. Salomé. À bientôt. Au revoir. Au revoir.